en 2011, il y a donc un fonctionnaire de la DDPP 33 qui s'est présenté une fois de plus pour me contrôler, qui était un petit peu énervé parce qu'il n'a pas trouvé le troupeau en pâturage itinérant, et qui a été voir mon fils et qui lui a dit, nous de toute façon, nous sommes là pour détruire la ferme de votre père. Alors ma journée quotidienne, ça dépend bien entendu des saisons et la température, de la météo et tout ça. Mais bon, à cette saison, on essaye d'être le plus tôt possible aux animaux pour vérifier ce qui a pu se passer dans la nuit. Les animaux sont parqués dans des filets électriques, là, comme on voit derrière, en attendant donc de changer de parcelle, quoi. Donc on a des soucis parfois avec le gibier qui peut renverser les parcs. Et de toute manière, quand on a autant d'animaux, sa première pensée c'est pour eux, pour aller les voir et pour voir s'ils ont besoin de nous d'une manière ou d'une autre. Alors les horaires, c'est les horaires les horaires de travail. Elles sont un petit peu impressionnants, hein, il ne faut pas avoir peur. Mais oui, on travaille en général maintenant de 7 h à 11 h du soir. Oui. Avec une petite pause si on peut quand même, mais la sieste n'est pas toujours possible. Alors les brebis, elles, par contre, leur quotidien, c'est de pâturer aux meilleures heures de la journée. Donc on évite qu'ils avalent trop d'humidité avec de la rosée, mais par contre, elles ne peuvent plus manger quand il fait chaud. Donc en fait, elles mangent 2 fois dans la journée. Le plus tôt, on peut dire pratiquement maintenant, de bonne heure. Et ensuite, on appelle ça chômer dans les professionnels des moutons. Donc, elles vont passer un certain nombre d'heures à l'ombre, à ruminer, et elles vont refaire un repas le soir, quoi. Alors, plus ou moins tôt, ça va dépendre du vent, ça va dépendre de la température, de l'humidité du lieu. En fait, elles se règlent par rapport au rythme biologique des plantes, en fait. Voilà. Alors, les brebis, ça dort. Alors, les brebis, elles ont parfois des sommeils très légers ou pas du tout, hein. Elles savent se reposer sans dormir. C'est, je pense que ça va être un reste de l'époque où les brebis étaient, enfin, tous les ruminants sauvages ne peuvent pas dormir, bien évidemment, très longtemps, puisque c'est un danger pour eux, quoi. C'est un reste de la vie sauvage encore. Ouais. Donc là, en ce moment, les brebis se trouvent sur une propriété d'environ 60 hectares sur la commune de Puy-Normand. Là, on jouxte l'église, on peut la voir depuis ici. Et il s'agit d'une propriété où il y avait autrefois un élevage laitier qui a abandonné parce que les personnes étaient âgées, il n'y avait pas de reprise. Par la suite, ces terrains ont été un petit peu utilisés par une famille, mais à la suite une mésentente entre les différents membres de la famille, ces terrains sont devenus en friche et on nous a demandé donc de faire un entretien au moins minimum avec les animaux en attendant de retrouver une utilisation à ces terres. Donc en fait les animaux ils font ça pratiquement tout le temps. Ils disposent comme ça de pratiquement 2000 hectares, hein, qui sont laissés gratuitement pour ce qu'on appelle maintenant un petit peu d'éco-pastoralisme, quoi. C'est un mot ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir, il s'agissait de terres qui étaient un peu carencées, qui étaient fertilisées chimiquement, et où l'herbe n'avait pas la jolie couleur qu'elle a maintenant. On avait des herbes jaunâtres, on avait des foins tout blancs, et les observateurs attentifs, ils voient très très bien que les collines sont de plus en plus vertes, un vert pas vraiment soutenu comme ça a mis de l'azote, mais un vert vivant, quoi. Et moi-même, je suis très très content de ça. J'aime bien mettre mes animaux où je sais que j'améliore l'activité biologique du sol, la flore, et que je donne plus de chance à la terre, quoi. Alors donc je m'appelle Dominique Massoubre, je suis né le 7 mai 1955 à Libourne, hein. Donc j'ai 65 ans aujourd'hui. Voilà, j'ai été passionné depuis le début de ma vie par les animaux, et j'ai toujours essayé voilà, de travailler avec eux, et non seulement de leur apporter, comment dire, euh, enfin, c'était un lien très très profond avec la nature et tout de suite son respect. Moi, quand j'étais petit, j'étais assez choqué
du comportement des êtres humains. J'avais 6 ans et je voyais déjà, c'était très bizarre, je voyais la fin du monde en me disant mais l'homme il est en train de détruire tout ce qui est riche autour de lui. J'avais presque envie de pleurer quand j'entendais un coup de fusil ou une tronçonneuse qui coupait un arbre, c'est tout à fait réel. Et j'ai eu envie de connaître beaucoup plus la nature, la connaître un maximum, non pas pour l'exploiter, mais pour mieux la respecter. Je suis enfant d'agriculteur, oui, je suis né donc dans une ferme plutôt viticole, mais où il y avait encore un bœuf et une mule dans l'écurie, où on élevait des volailles, où on élevait un porc pour la provision hivernale, et beaucoup de lapins. Les lapins, c'était le travail des enfants, ils devaient ramasser de l'herbe, la luzerne qui poussait au bord des routes, et pour aller nourrir les lapins, ça coûtait absolument rien, c'était presque un rêve d'autosuffisance qu'on pourrait avoir de nos jours, où on aurait envie de retourner à une vie beaucoup plus, du moins autosuffisante. Oui. Allez, Miquette, Miquette. Là, on a vu dans la nuit, on voit la mère qui attend son petit et qui va marcher à la vitesse de son petit. Il a 2 heures et il va faire peut-être 2 km dans la journée. Elle est parfaitement savante. Là, elle sait très très bien qu'il faut le défendre du chien. Il faut aider. Ça se passera beaucoup mieux s'il n'y a pas un chien qui l'embête. Hein. On essaye d'avoir jamais les chiens derrière. C'est plutôt devant et sur le côté. Alors dans notre troupeau, les brebis ont une vie un petit peu particulière, un petit peu qui diffère de beaucoup d'élevages. Alors d'abord, elles sont tout le temps en extérieur, elles sont toute leur année et toute leur vie dehors, sauf si quelques animaux tombaient malades, ils sont rentrés en bergerie pour des soins, mais il y en a certaines qui n'ont jamais connu une toiture au-dessus de leur tête, et même elles stressent énormément dès qu'elles ont un toit au-dessus de la tête. Elles guérissent moins vite parce qu'elles ne sont vraiment pas habituées. Alors donc, elles vivent relativement longtemps chez nous. On a pas mal de brebis qui ont 12-13 ans. On aime bien avoir en plus nos vieilles brebis parce que comme ces animaux ont une connaissance du milieu, elles ont une intelligence de la situation, on peut dire, et on évite les mouvements de panique des jeunes, des choses comme ça, parce que et en plus elles ont une connaissance des très bons pâturages, elles se dirigent tout de suite vers là où l'herbe est la meilleure. Et après, ce qui nous intéresse, vu que là il y a un programme génétique très particulier de reproduction, c'est qu'elles peuvent reproduire âgées, et que très souvent, quand on est âgé, on ne transmet pas les mêmes gènes que quand on est jeune. Donc ça nous donne une variabilité génétique générale du troupeau qui est plus importante que si on réforme des bêtes à 7-8 ans, comme ça se fait en général, puisque là, elles sont vues évidemment uniquement pour la productivité. Alors donc le troupeau est très important en nombre, il est très très grand, et donc il a demandé la mise au point d'une méthode qu'on peut appeler de pâturage itinérant, où les animaux font un immense circuit sur à peu près 25 communes, ça représente à peu près 2000 hectares, entre la Gironde et la Dordogne, puisque la ferme, la commune de Puy-Normand est placée en limitrophe de la Dordogne. Donc ces animaux, c'est à la demande des propriétaires en général, ils vont pâturer sur des parcelles qui sont pas utilisées. Mais c'est également aussi parfois des vignes l'hiver, ça peut être des champs de céréales. On a eu par exemple ce printemps où les céréaliers ne pouvaient pas travailler leur terre très rapidement. On a fait nettoyer des grandes parcelles, parfois 35 hectares, 20 hectares de céréales, et ça a évité aux propriétaires d'utiliser du glyphosate pour pouvoir commencer le travail. Donc, l'intérêt justement, c'est du pâturage de ces animaux sur des parcelles pour les nettoyer, a un effet environnemental évident. C'est ce que l'on est en train d'appeler l'éco-pastoralisme. Alors donc j'en suis arrivé à ce travail avec tous ces animaux sur des races rustiques en voie de disparition. Il y a, comme dans tous les cheminements personnels, il y a du désir et du hasard. Hein, c'est jamais toujours évident d'expliquer. Mais bon, passionné par les animaux, j'ai commencé à élever des chèvres de race alpine avec de la fabrication de fromage.
Et j'ai été tout de suite un petit peu choqué par comment dire, la productivité que l'on demandait d'avoir à ces animaux, hein. Les nourrir intensivement pour les faire produire beaucoup. Et donc je me suis un petit peu, j'avais beaucoup de littérature qui touchait les races anciennes. Et puis quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des races qui disparaissaient carrément, qui avaient été abandonnées parce qu'elles n'étaient plus productives, j'ai tout de suite trouvé ça absolument, comment dire, un scandale, puisque elles étaient le résultat du travail de plusieurs générations de paysans. Elles avaient été lentement forgées avec les difficultés locales, avec des besoins locaux. Enfin, ça me paraissait être une richesse qu'on ne pouvait pas faire disparaître. On était en pleine, comment dire, politique agricole de intensification. Voilà, tout était... et donc, en 1987, à la suite d'un hasard, j'avais envoyé une lettre à la Ligue pour la protection des oiseaux où je me disais, tiens, on pourrait mettre des moutons sur des collines pour débroussailler, ça ferait de la place pour les rapaces. Enfin, vous voyez, j'avais déjà beaucoup d'idées comme ça. Et là, j'ai rencontré donc, le docteur Régis Ribeiro-Gaillon, qui s'intéressait aux races en voie de disparition, mais qui ne savait pas comment commencer une action. Et là, moi, c'est vrai que quand je l'ai eu au téléphone pour la première fois, il m'est arrivé une espèce de mirage, on peut dire. J'ai posé le téléphone et j'ai vu 10 ans de ma vie en quelques secondes. Et après, pendant 10 ans, j'ai fait exactement tout ce que j'avais vu à ce moment-là. C'est-à-dire que l'on a fondé une association qui est devenue très rapidement le Conservatoire des races d'Aquitaine. On parlait de plus en plus donc, voilà, d'une approche environnementale de l'agriculture et en fait voilà, tout s'est déroulé comme ça assez rapidement après avec une facilité incroyable. Alors donc la ferme s'est très rapidement trouvée devant deux problèmes. Un qui concernait les surfaces puisque les troupeaux grandissaient et on ne pouvait pas donc étendre la ferme, on n'avait pas de la façon, on ne pouvait pas acheter ni louer des terrains en plus à côté de la ferme, il n'y en avait pas assez. Donc on a un petit peu inventé ce système de pâturage itinérant où les animaux vont là où il y a déjà de l'herbe de pousser et s'en vont dès qu'il n'y en a plus, quoi. Ensuite, au niveau de la main-d'œuvre, on ne pouvait pas non plus, vu que c'était des races qui étaient en voie de disparition, qu'il fallait multiplier, non pas vendre au début, puisqu'on a créé à partir de très peu. Les brebis irlandaises étaient 12 au départ, maintenant elles sont 1600. On a donc, on s'est dit, après tout, ce que nous savons sur les animaux peut intéresser pas mal de gens. Et donc, on a échangé, on peut dire, notre savoir contre un coup de main. Et quand on fait les comptes, on s'est rendu compte qu'en 30 ans, il y a 1000 personnes qui sont venues dans la ferme, à peu près, dans des stages officiels, des stages volontaires, du woofing, voilà, des amis, voilà, qui ont aidé à constituer cette ferme. Alors, le travail de notre ferme, en fait, c'est jamais été orienté, comment dire, vers un seul intérêt. On n'a jamais fait ça, par exemple, dans un intérêt financier. On s'est dit, il faut faire ça parce qu'apparemment, et voilà, on le sentait qu'il fallait le faire comme ça. Donc les intérêts, ils sont de la ferme, je crois qu'ils sont multiples. Et aujourd'hui, où on se pose énormément de questions, donc justement, avec le réchauffement climatique, sur le rapport qu'on doit avoir avec la nature et avec la terre, il semblerait que des quantités de gens puisent une inspiration dans le travail que nous avons fait. Et il y a de très nouveaux troupeaux qui se créent exactement sur notre modèle. Parce que de l'herbe qui dérange le propriétaire et que le berger n'a pas à payer pour nourrir ses brebis, c'est déjà un intérêt économique certain. On peut devenir, on peut dire, éleveur de brebis de nos jours avec simplement quelques fils électriques et une caravane pour suivre le troupeau. Hein, puisque on ne peut pas s'approprier le foncier, hein, pour avoir des élevages aussi peu rentables. Et ça, après, moi, j'y ai vu aussi différents intérêts. Et puis, il y a quelque chose qui me paraît très intéressant de nos jours, c'est que vous avez un propriétaire qui va donner quelque chose de gratuit à quelqu'un. Cette personne-là, comment dire, ça diminue un petit peu le sens de propriété. Hein. Il semblerait que d'ailleurs par rapport à la nature, on ne peut plus avoir cette idée qu'on s'approprie des choses, on s'approprie de la terre, on s'approprie des végétaux, on peut acheter une forêt pour la raser. Moi je peux avoir mon troupeau là, disons conservateur de 1600 brebis, demain je peux tout le faire abattre. Et en fait, on s'aperçoit que la propriété, ça devient presque du vol pour les autres, quoi. C'est une question de... je crois on doit avancer dans une moralité particulière par rapport à ça. On n'a plus le droit de faire n'importe quoi avec ce qui est vivant.
Le vivant nous appartient, oui, à nous, on est gestionnaires, dépositaires, mais il appartient aussi un peu aux autres et peut-être à tout le monde, quoi. Alors dans tous les sites, dans nos différentes, on peut dire, déplacements, on rencontre parfois des propriétaires qui sont complètement médusés, on peut dire, par le système. Parce qu'ils y trouvent, eux, déjà beaucoup d'intérêt. Leur terrain est complètement nettoyé et ils sont super contents de voir qu'il y a une production du sol qui sert à quelque chose. Ils n'ont plus à employer le gyrobroyeur, le tracteur, la pollution et tout ça. Et on a eu parfois quelques réflexions euh, tout à fait remarquables en disant mais monsieur Massoubre, on vous embête quotidiennement, mais vous êtes pourtant d'utilité publique. Ou une autre personne qui est un viticulteur bio, qui aime bien voir pousser l'herbe, tout ça, mais après l'herbe, elle gagne ses pieds de vigne. Et cette année, il nous a carrément dit, mais monsieur Massoubre, il faut vous inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors bon, voilà, ça veut dire quand même que il y a un impact, cette méthode peut avoir un impact très important voilà, sur l'environnement, sur l'agriculture, sur les paysans et même des fois redonner un espoir aussi à des propriétaires qui des fois ne savent plus quoi faire de leurs terres et qui, qui aimeraient bien voilà, qu'elle soit plus comment dire, utile, qu'elle serve à quelque chose et puis qu'on garde un potentiel pour l'avenir, quoi. On a même, si vous voulez, on a même des chasseurs qui commencent maintenant, alors que des fois les chasseurs étaient un petit peu gênés par les moutons au début, ça ne s'est passé pas toujours très bien. Maintenant, il y a des chasseurs qui nous demandent de débroussailler certaines zones parce qu'elles sont tellement embroussaillées que les sangliers sont au milieu, ils ne peuvent même plus les faire sortir. Et donc il y a des fois du dégât de grand gibier qui vient par l'embroussaillement, par l'abandon du pastoralisme. Alors aujourd'hui, la finalité de cet élevage de moutons landais, alors ça n'est plus un peu paradoxalement la laine, puisqu'on avait sélectionné pendant des centaines et centaines d'années des laines pour l'industrie textile. De nos jours, la laine, c'est devenu même un problème. Il faut, quand on arrive à la vendre, pratiquement la laine de 4 ou 5 brebis pour payer la tonte d'une seule. Donc ça veut dire que c'est un non-sens économique de faire tondre. On les fait tondre pour leur bien-être, en fait, et parce que il y a eu deux mutations qui sont apparues à une époque, c'est-à-dire que alors que le poil s'est affiné pour devenir de la laine, il y a la mue naturelle qui s'est aussi arrêtée de se produire. Hein, contrairement aux chèvres, par exemple, qui vont perdre leur poil tous les ans, progressivement. Donc on doit les tondre pour leur bien-être, mais c'est une valeur, on peut dire, nulle, quoi. C'est un des frais pour l'éleveur pour avoir des animaux tondus, plus qu'un revenu, quoi. Alors, donc en se retrouvant avec des grands troupeaux sur des zones étendues, dans un milieu absolument naturel, en cherchant qu'il y ait toujours plus de nature pour les animaux, en fait on satisfaisait un besoin, fasciné par la nature bien sûr, c'est de lui poser des questions. Et ça, c'est sans laboratoire, sans expérience, c'était simplement par l'observation. Voilà. Quels étaient les animaux qui allaient le mieux réussir et pourquoi? Est-ce que l'instinct, l'intelligence leur permettait de trouver eux-mêmes la meilleure nourriture? On a travaillé donc à maintenir en plus dans les troupeaux une variabilité génétique maximale. Parce qu'on se disait, bon, la sélection, ça consiste à diminuer le nombre de gènes pour avoir des animaux de plus en plus performants, plus gros, plus rapides à profiter, tout ça. Et nous, c'était on a fait l'expérience un petit peu contraire. On s'est dit, la nature n'a pas mis au monde des animaux pour rien. Il n'y a pas un animal qui vient sur Terre, il a son rôle à jouer. Et en fait, on a tout fait pour que, par exemple, chaque mâle qui naît puisse se reproduire pendant 1 ou 2 ans. Après, il est changé. Et en fait, dans notre troupeau, pratiquement chaque agneau a un père différent. On se rapproche un petit peu de la structure de la société humaine, un petit peu. Et même une fois que ma compagne avait rencontré un vétérinaire, je me rappelle, et elle lui avait expliqué le système, il était étonné, il a dit mais vous imaginez, il n'y a pas 2 troupeaux en France et peut-être au monde qui sont tenus comme ça. Et il lui dit je vais vous donner des tubes de sang. À chaque fois que vous allez vendre un animal, vous allez prendre un tube de sang que vous mettrez au congélateur et un jour automatiquement ça va intéresser la science. Alors malheureusement, on n'a jamais eu la possibilité de le faire parce on combat chaque jour pour faire la totalité du travail. On n'a pas eu les moyens qui nous ont permis, effectivement, on n'a pas eu les moyens qui nous ont permis de garder des traces de ce travail.
qui maintenant justement est mis en danger. Donc, la variabilité génétique dans un troupeau permet donc la rusticité, l'adaptation à des nouvelles conditions et même à une résistance à des maladies, même à des nouvelles maladies qu'on a pu en voir arriver. La fièvre catarrhale qui a traversé un peu la France il y a 4 ou 5 ans, dans notre troupeau de moutons landais, alors qu'on était à 15 km du premier cas dans le sud-ouest, on n'a eu absolument aucun cas. Donc on a très rapidement eu un certain nombre d'ennuis en tout genre, qu'on peut appeler des emmerdes, d'une manière un peu plus vulgaire, mais c'était tout à fait supportable pendant assez longtemps. Mais vers l'année, on peut dire 2011, on a été un petit peu débordé par toutes les critiques qui venaient donc sur la ferme et notre travail. Bon, j'ai très conscience que, en fait, je suis quand même très marginal, que je m'occupe de questions, de domaines, où mon voisinage, tous les gens que je rencontre quotidiennement ont des occupations diamétralement opposées. Et en étant évidemment donc, tout à fait original et marginal, je donnais le flanc aux critiques très facilement. D'autant plus que j'avais même pas envie de me défendre, donc je laissais un petit peu monter, on peut dire, les accusations, les critiques. Je me rappelle par exemple d'un procès où mon berger étant malade, j'ai préféré m'occuper de mes brebis, d'aller me défendre devant un tribunal correctionnel. Donc évidemment, je n'ai pas trop cru, en plus au fondement des critiques qui ne me paraissaient pas justifiées. Donc j'ai laissé effectivement monter une espèce de climat où on m'a accusé de plus en plus. Et où je me disais, mais le bon sens en viendra à bout, le bon sens en viendra à bout tout seul, c'est pas la peine. Et puis moi, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai presque honte de prendre du temps pour faire autre chose que m'occuper de mes animaux. C'est moralement, j'ai pas du tout envie de. J'avais même l'année dernière un ami qui est venu pour organiser un petit peu ma défense et qui était énervé. Il me dit, mais arrête de t'occuper des brebis, viens, fais une vidéo, parle. Enfin, justement, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Parce que voilà, c'est du temps que quand on est éleveur, on est responsable justement de vie, de bien-être ou même de bonheur animal, on peut dire, parfois. Et tout le temps qu'on passe à faire autre chose, on s'en repent de le faire. Voilà. Donc j'ai laissé monter les critiques en pensant qu'elles s'arrêteraient tout seul. Et bon, c'était une très grande erreur de ma part, parce qu'en fait, il aurait suffi d'intervenir plus tôt, d'expliquer, ou même ne serait de faire une journée porte ouverte à la ferme pour que tout le monde puisse voir ce que l'on faisait. En fait, j'ai bien conscience que j'ai manqué de communication. Alors donc toutes ces critiques ont fini par, on peut dire, atteindre leur summum avec quelques associations de défense des animaux, on peut dire, qui ont organisé même un petit reportage sur FR3 où on a, voilà, et ça c'était à la suite donc d'un lynchage des réseaux sociaux où on avait fait circuler, je crois, 5 photos d'animaux qui n'étaient pas très très jolies, mais c'était sur les 6000 bêtes que nous possédions à l'époque. Donc voilà, donc là, qui n'a pas dans son troupeau une bête qui va, voilà, d'autant plus que nous, comme on l'a déjà expliqué, on n'en voit pas. Bon, il y a des brebis qui sont vendues pour la reproduction, mais les vieilles brebis, finalement, elles meurent dans le troupeau chez nous. On ne les envoie pas à l'abattoir. D'abord, elles ont très peu de valeur financière, et puis elles en ont une sentimentale qui est beaucoup plus importante que la financière. Et donc nous, nos animaux meurent chez nous, et bien si on tombe sur une brebis qui meurt un jour sous la pluie, qui a 13 ans, on va pouvoir nous accuser de maltraitance, quoi. Voilà. Je crois que donc le reportage de France 3 Aquitaine, c'est une association qui leur avait demandé de venir, mais ils n'ont rien trouvé de très spécial. Au contraire, il y avait des images assez jolies. D'ailleurs, la plupart des journalistes qui sont venus au début pour voir cette ferme qui était très maltraitée ont été médusés de trouver presque le contraire. Moi, je me rappelle en partie d'un journaliste de Sud-Ouest qui avait plutôt envie de me défendre, que de m'accuser, et qui souvent était là dans les conférences de presse, partout. Il est là au tribunal et il essaye d'un petit peu de redonner un petit peu de bon sens à ses critiques d'une manière tout à fait honnête. Oui. Donc malheureusement pour nous, je pense que nous sommes une des fermes qui a été le plus contrôlée dans tous les sens par tous les services administratifs, justement toujours à la suite de remontées d'informations des différentes personnes que l'on croisait, de voisins, ainsi de suite. Et malheureusement, donc, en 2011,
il y a donc un fonctionnaire de la DDPP 33 qui s'est présenté une fois de plus pour me contrôler, qui était un petit peu énervé parce qu'il n'a pas trouvé le troupeau en pâturage itinérant, et qui a été voir mon fils et qui lui a dit: nous, de toute façon, nous sommes là pour détruire la ferme de votre père. On s'est quand même posé un petit peu des questions, on a essayé de se renseigner, et d'autres personnes qui m'ont dit qu'elles avaient été en stage à la DDPP, ils m'ont dit: tu sais, là-bas, on dirait qu'il y a un jeu de bureau où on essaye de détruire cette ferme qui est une des plus importantes au niveau du nombre en Gironde. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il y a incompréhension? Est-ce qu'ils ne veulent pas trop travailler parce qu'il y a beaucoup de remontées de plaintes qui ne tiennent pas debout ou autre? Mais voilà, j'ai été averti qu'il semblait y avoir un jeu de bureau pour détruire ma ferme. Donc actuellement, évidemment, ça a conduit à une situation très très compliquée, vu que les contrôles PAC en général laissent apparaître un petit peu des problèmes surtout de paperasserie qui ne sont pas à jour. La contrôleuse par exemple m'a dit: bon, monsieur Massoubre, personne ne peut être à jour, c'est tellement compliqué les règles européennes que personne ne peut être à jour, mais vous, avec un nombre d'animaux comme ça, vous ne pouvez pas. En fait, vous ne pouvez pas vous mettre dans les règles. C'est absolument impossible. Alors donc évidemment, ça a donné lieu à des retenues de primes, à des pénalités. Aujourd'hui, ça s'est monté à 240 000 € en 3 ans. Enfin, avec les procès, avec les avocats en cassation, par exemple, la ferme a un problème évidemment financier pour sa survie. Et heureusement que je crois qu'on a le pâturage itinérant nous permet quand même de ne pas disparaître tout de suite. Parce que malgré toutes ces sommes d'argent incroyables, il n'y a aucun paysan qu'on va lui dire: on vous enlève 240 000 €, il n'y en a aucun qui va tenir financièrement. C'est pratiquement impossible. Nous arrivons quand même à la maintenir plus ou moins, mais pour combien de temps, on n'en sait rien. Alors jusqu'en 2015, le budget de la ferme permettait l'emploi de 3 salariés ou 3,5, ça dépendait des périodes, parce qu'il y a des périodes d'agnelage où il y a un peu plus de travail, quoi. Après, la coupure complète des primes, il a fallu on a dû travailler pratiquement sans salariés. Actuellement, j'ai un salarié qui est parfois à plein temps, parfois à mi-temps, ça dépend comment on peut le payer. Et j'ai quand même la chance, on peut dire, d'avoir une personne qui est employée dans le cadre du droit au répit, accordé par la MSA. C'est simplement 2 semaines. Donc, on essaie très certainement, pour que la société se donne bonne conscience par rapport au taux de suicide chez les paysans, on a une petite mesure là pour dire: nous on fait quelque chose, quoi. Voilà. Il m'est arrivé donc de traverser des périodes où nous ne pouvons payer absolument personne. J'ai dû travailler, d'ailleurs c'était la raison pour le droit au répit, on n'a pas arrivé à 18 ou 19 heures de travail par jour, et en particulier au printemps, où j'avais quand même la chance d'avoir une stagiaire très consciencieuse, et où on a pu tous les deux faire l'agnelage pendant 5 semaines des 2500 brebis, avec on peut quand même un taux de réussite qu'on a fort apprécié. Devant une telle avalanche de difficultés, il y a tout de suite des gens qui ont pris, qui ont essayé de constituer, qui ont constitué un comité de soutien dans lequel il y a quand même 2 vétérinaires et une ingénieure agronome. Donc ça montre que les professionnels sont quand même conscients de l'intérêt de notre travail, qui me sont d'une utilité extrême, parce que moi, débordé par mon travail aux animaux, je n'aurais jamais pu, par exemple, faire un dossier pour se constituer en cassation pour un procès qui était l'arrêt de mort de la ferme, puisqu'il y avait de la prison ferme, il y avait la confiscation des animaux et l'interdiction d'élever des animaux à vie. Donc actuellement, la Cour de cassation a cassé toutes les peines. Elle n'a pas cassé le fond du procès parce que ça n'est pas dans ses attributions. Mais donc pour le moment, la ferme peut toujours continuer. Et il y a d'autres exemples. On a monté un dossier pour un hangar photovoltaïque qui, on espère, aura le permis de construire pour se réaliser. J'ai des amis qui, voyant mes difficultés, quand je suis en panne avec des véhicules, viennent me réparer les véhicules gratuitement. D'autres personnes aussi qui viennent spontanément à la ferme pour nous aider, pour effectuer le quotidien, éventuellement même le ménage, n'importe, pour que la ferme ait quelque chose encore qu'elle tienne debout, qu'elle puisse continuer pour le moment, quoi. Tous ces gens-là qui se sont associés pour me défendre, mais je sais que c'est aussi pour défendre une image, parce qu'en fait on n'accuse jamais un homme sans accuser une part d'humanité. Il y a une manière de satisfaire aux besoins
en main-d'œuvre de la ferme, c'est très naturellement, comme on dit, a très naturellement été couverte par le besoin aussi que nous avons eu toujours de transmettre ce que nous connaissons. Donc en fait, la ferme a toujours été ouverte à tous les stagiaires, on peut dire en tout genre, que ce soit des stages officiels d'école, des woofers, des gens qui faisaient le choix de changer de vie. On a calculé qu'en 30 ans, on a à peu près 1 millier de personnes qui sont passées à la ferme, qui sont restées 3 jours pour faire connaissance avec la vie de la campagne, ou qui sont restées, je crois, jusqu'à 4 ans pour un. Et nous avons donc pu ainsi même former 12 bergers avec ces méthodes donc, de pâturage itinérant, de race rustique, qui ont actuellement aucune difficulté pour trouver des emplois. Au contraire, même d'après ce que j'ai entendu parler, c'est qu'on se les arrache, on ne veut plus les redonner. Donc je pense que non seulement on leur a transmis une manière de bien travailler, mais un amour du métier aussi, pour en arriver à ce point-là. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, même si les animaux risquent de disparaître, mais il y a aussi ce savoir, cette approche de la nature et des animaux qui est tout à fait particulière, qui risque de partir avec lui. J'ai eu l'année dernière une personne qui m'a dit, en fait, quand je fais le point sur la richesse, ce qui me paraît le plus riche dans la ferme, c'est qu'on peut, paradoxalement, justement, on m'accuse de maltraitance animale, et il me dit, je crois que c'est là qu'on va avoir la meilleure place de l'animal dans notre monde, dans l'agriculture et dans la société. C'est à l'Essart qu'on va le trouver. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, tout ce qui risque de disparaître me demande, en fait, un petit peu m'oblige à demander de l'aide, hein, pour sauver autre chose que moi, je suis un être humain. En fait, je suis la rencontre fortuite entre une génétique et une culture. C'est peut-être pas grand-chose, mais le travail que j'ai fait, que ces 1000 personnes ont contribué à aider, a une valeur. Il faut trouver une solution pour que ça continue. Et j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de gens qui comprennent les papiers, qui comprennent la complexité des réglementations, tout simplement qui aident au maintien quotidien des animaux et de leur bien-être. En fait, une ferme ne se résume pas en quelques tâches, hein. C'est un monde à part, une ferme. Et voilà. Et beaucoup de gens qui y sont rentrés, ils ont aimé, en fait, ils avaient l'impression qu'ils aidaient à entretenir quelque chose de vivant. Voilà. Alors tout ceci pour dire que j'ai vraiment besoin d'aide, que ce soit simplement des coups de main sur les troupeaux, sur les animaux dans la ferme pour la maintenir pour le moment, que d'un point de vue administratif, judiciaire et également bien sûr financier, pour essayer d'échapper aux couperets économiques que l'on a essayé de mettre sur cette ferme, en la privant de budget, d'essayer de la faire disparaître comme ça. La puissance des sauveteurs. Plusieurs fois donc avec les gens qui s'occupent de l'association de protection des animaux, on a malheureusement l'impression qu'ils souhaitent pour les animaux des conditions de vie qui sont comme une espèce d'idéal bourgeois pour eux. Ils ont à manger, à boire, de l'ombre, ils ne bougent pas. Et en fait, moi j'ai eu vendu des animaux comme ça, par exemple au Conseil général de la Dordogne, qui les a mis pour entretenir un site d'épandage des eaux usées du lac de Durson, où il y a déjà la moitié des bêtes qui sont mortes. Et à chaque fois que je passe devant elles, elles ont un regard terne, triste. Elles n'ont pas la beauté du regard d'une brebis qui a peur pour son petit, par exemple. C'est quelque chose c'est des animaux qui ont une vie pour eux et qui ne servira donc pas à transmettre leurs gènes. Elles ne font pas partie de l'évolution que la nature les éteint. Je pense que c'était prévu par la nature.